Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les amis olympiennes et olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour un jour de match. Aujourd'hui, c'est l'Olympico, pour certains qui l'appellent comme ça, ou alors le FC Lyon contre l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique, on le sait tous. Avant de partir sur la rencontre, on va revenir un petit peu sur cette CAN qui va se terminer dans pas longtemps. On va faire un tout petit point. Il y aura de l'actualité bien sûr en plus. Plus de mercato aujourd'hui, malheureusement. Ou alors heureusement, on en avait plein les roubignoles. Moi, j'en avais plein les roubignoles. Et on va y aller tout de suite, les amis. C'est un dimanche matin. J'espère que vous vous réveillez en douceur. Voilà, que vous n'avez pas mal au crâne pour ceux qui sont sortis. Faites comme d'habitude. Donnez-moi votre température, votre météo du jour. Et comme d'habitude aussi, les abonnements, les likes et tout ce qui va avec. On y va sur l'introduction. Alors on commence tout de suite et on va enchaîner vite. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 février, les amis, pour ce point marseillais. J'ai oublié de le dire, c'est le point marseillais, l'émission de tous les Marseillais. Le 4 février, nous avons deux anciens Olympiens qui sont nés ce 4 février-là. C'est Fernand Armenante, je ne connais pas, qui a joué dans les années 70, et Émile Julien. Voilà, pour ceux qui les ont connus dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler si vous avez apprécié ces deux joueurs. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 4 février. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Avant de partir sur la CAN, un petit point, donnez de la force à la chaîne en mettant un petit like sur le live de ce soir pour ceux qui seront là présents. Voilà, vous mettez un petit like là où il y a marqué 17 à gauche en dessous de la vidéo et vous mettez un petit commentaire si vous avez envie. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mettez de la force à la chaîne, continuez comme ça. Merci en tout cas. Du côté de Twitch, vous pouvez aussi venir me suivre si vous voulez. Vous êtes plus, ça vous plaît plus de venir sur Twitch où on a pourquoi pas des amusements un petit peu avec les prédictions, les points de chaîne ici et là. N'hésitez pas, voilà, à me rejoindre sur Twitch. Je commenterai le match aussi en direct Twitch et YouTube à partir de 20 h ce soir. Allez, on va partir maintenant sur autre chose. C'est le sondage que je mets habituellement avant chaque rencontre de l'OM. Et nous avons pratiquement 600 votes. Je l'ai mis ce soir. Donc, nous avons Lyon qui est à 12%, le match nul à 7% et la victoire olympienne à 81%. Les amis. Allez, maintenant, on part sur quoi? On va y aller tout de suite sur la petite CAN. Alors, il n'y a plus de Marocain, il reste plus que Chancel. Mais comme il y a 4 photos, je les laisse. Allez, on y va sur la CAN, on y va tout de suite avec les demi-finales qui sont en place, ça y est. Désormais, on sait les 4 derniers demi-finalistes, pardon. Nigeria contre l'Afrique du Sud, grosse surprise l'Afrique du Sud pour ma part. Et la République démocratique de Chancel Mbemba du Congo surtout, contre la Côte d'Ivoire, l'organisateur qui était mal parti dans cette CAN et qui arrive quand même avec des buts égalisateurs à la dernière minute, des buts vainqueurs à la dernière seconde. C'est quand même particulier, hein, cette CAN de la Côte d'Ivoire. Particulier. Allez, on va voir autre chose, les amis, sur cette CAN. On va voir que Chancel Mbemba donc tombera contre la Côte d'Ivoire de Kessié. Ça se déroulera mercredi 7 et je commencerai à 20 h 30 mon petit live sur Twitch pour ceux qui veulent venir me voir. Je ne serai pas sur YouTube. Vous aurez le lien dans la description comme d'habitude. Allez, on enchaîne avec Chancel Mbemba. Attention, un petit point précis. Regardez ce que je vous mets. Il y a bien sûr ma petite tête, si vous l'avez remarqué. Regardez avec le point d'interrogation sur la photo. Et vous avez une flèche qui va jusqu'à la cuisse de Chancel Mbemba. Il a une poche de glace sur la cuisse, c'était après le match. Donc le dernier match contre la Guinée ou le Mali, je confonds les matchs. En tout cas, le dernier match en quart de finale. Et on voit qu'il a une petite poche de glace. Alors, ceci dit, les poches de glace, les joueurs de foot, à chaque fois, ils en ont à la fin de chaque rencontre. C'est pour décongestionner, les choses comme ça. Donc peut-être qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, poche de glace sur la cuisse. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais vu notre malchance, surtout du côté de l'OM en ce moment, à suivre quand même. On suivra ça. Et si mercredi, malheureusement, il est absent de la rencontre demi-finale, c'est qu'il y aura un souci de sa cuisse à Chancel. Je lui souhaite bon courage pour la suite à Chancel. On va terminer sur la CAN avec un petit point précis qui concerne l'Olympique de Marseille. En Côte d'Ivoire, les supporters du pays ne parlent que de l'OM alors que le PSG peine à s'imposer sur le marché africain. L'OM est même l'une des rares équipes à avoir plusieurs fan clubs dans différentes villes de Côte d'Ivoire, selon Foot Mercato. Voilà, donc on le sait, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est vraiment reconnu dans le monde entier, surtout dans le continent africain. Mais on le voit encore plus, c'est bien précisé là par Foot Mercato. Merci pour cette info-là. Allez, on va sur quoi les amis? On y va tout de suite. Allez, jour de match et c'est parti. Jour de match, nous sommes sur un jour de match, jour de match.
enjeu olympique. Et c'est la une de l'équipe qui nous ressort d'aujourd'hui avec Alexandre Lacazette contre Pierre-Emerick Aubameyang. On voit qu'ils ont les crocs tous sortis de leur bouche. Et j'espère que Pierre-Emerick Aubameyang, qui ouvre un peu plus la bouche, croquera des quenelles. Les amis, jour de match, comme je le dis là, la une de l'équipe. Maintenant, il faut commencer une série de victoires. Ça suffit. La 8e place n'est pas pour nous, les amis. Envoyons le FC Lyon là où il le mérite, en Ligue 2. Força l'OM. Voilà. Mettez des messages Força l'OM dans les commentaires. Voilà, elle est belle l'affiche, hein, c'est pour ça que je l'ai mis. Et on va regarder un petit peu maintenant au classement. On voit que les Marseillais sont 8e. Et oui, la victoire lensoise hier qui nous a fait reculer d'une place. Les Lensois étaient juste derrière nous en différence de but. Ils avaient le même nombre de points avec 29 points. Ils ont gagné du côté de Nantes. Donc ils nous doublent, ils ont 32 points. Et on se retrouve 8e. Rennes a joué avant-hier, je crois, c'est ça. Et ils ont gagné, mais ils restent derrière. Voilà, donc normalement, on devrait maximum se retrouver 8e en cas de non-succès du côté de Lyon. En cas de succès, on remontera déjà devant les Lensois. Et selon ce que feront les Rémois, on pourra doubler aussi les Rémois. Voire pourquoi pas les Lillois. Ça dépend de la victoire. Imaginons que les Lillois perdent et que nous, on gagne 1 ou 2 ou 3-0 du côté des Lyonnais. Pourquoi pas, on pourrait se retrouver 5e. On pourrait se retrouver 5e si tout va bien. 5e si tout va mal, 8e. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec des déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang du côté du micro de Pierre-Emerick Aubameyang. De Prime Video, pardon, excusez-moi. Je vous ai mis à chaque fois que je jouerai contre Lyon. À chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi, ce sera comme un derby, nous dit Pierre-Emerick Aubameyang. Et oui, il a joué avec Saint-Etienne, avec Lille dans le passé. Maintenant, il est à l'OM et il a joué qu'un seul match avec l'OM. Et regardez la stat que je vous ai mis. Pierre-Emerick Aubameyang a joué 8 fois dans sa carrière contre Lyon et n'a marqué qu'un seul but avec 2 passes décisives. Et c'était lors du dernier match avec l'OM contre Lyon. Donc c'est particulier que c'est qu'avec l'OM qu'il a eu des stats. Voilà, donc il avait peut-être été bon avec Saint-Etienne contre Lyon, mais les stats, il les a eu avec l'OM. Un but à peine en 8 matchs, 2 passes décisives. Voilà, donc on va lui donner de la force. J'espère que ça sera l'homme du match du côté de l'OM. Pourquoi pas pour nous marquer une ribambelle de buts. Voilà les amis. Allez, on enchaîne avec autre chose, avec un autre joueur qui va débuter chez nous. Donc, il y a un focus sur la Provence et je vous ai relayé ce qui est important, le message que nous dévoile Stéphane Ziani. Alors, pour ceux qui connaissent, est-ce que vous connaissez Stéphane Ziani? N'hésitez pas à me donner le poste où il jouait. Tiens, comme ça, vous allez me donner un petit peu une information dans les commentaires. Moi, je le connais, le joueur, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça peut les informer. Donc, Stéphane Ziani, ancien joueur de football professionnel, passé par Nantes, et il est du côté de Nantes de la réserve. Et il nous dit, c'est quelqu'un d'authentique en parlant de Quentin Merlin et d'insouciant à la Verretou ou Ribéry. Ce caractère me fait penser qu'il va réussir à Marseille. Et derrière, je vous ai rajouté une chose, il est sérieux. Pas grand-chose le stress, il n'avait pas peur même lors de ses premiers matchs en pro, la pression marseillaise va le stimuler, pas l'inhiber. Et moi je lui dis bonne chance à Quentin. Donc apparemment, selon Stéphane Ziani, c'est un joueur qui est vraiment qui a du recul, qui a du sérieux et qui n'a pas peur, de la pression. La pression, il encaisse bien. Donc c'est surtout le domaine du mental moi que j'avais et du caractère que j'avais un doute. On va voir, pour l'instant, on a de bons retours de Stéphane Ziani, qu'il a connu dans la réserve et dans la formation nantaise. Donc pourquoi pas être confiant à l'avenir. Peut-être qu'il va réussir, comme il dit Stéphane Ziani, et on lui souhaite bon courage. Je touche du bois pour ton match ce soir, mon petit Quentin. Allez, on enchaîne avec maintenant les compos probables. Selon la Provence, la compo probable de la Provence qui nous met un 4-3-3. On va voir que l'équipe c'est pareil et que ça va être un peu plus précis pour l'équipe parce qu'il va y avoir les absences que je vais vous noter, vous spécifier. On aura aussi un point, regardez la compo, voilà, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a par rapport à la Provence qui nous met par rapport à l'équipe. Il y a une seule différence, c'est que Verretou serait titulaire selon la Provence. J'enchaîne et vous verrez que Klos et Meïté seront suspendus en cas d'avertissement. Donc on a en danger 2 joueurs, Klos qui est incertain, qui sera normalement sur le banc, et Meïté qui sera titulaire normalement à la place de Klos côté droit de la défense à 4. D'ailleurs, on revient sur la composition d'équipe avec l'ancienne composition d'équipe des Lyonnais. C'était lors du dernier match. Ils jouent normalement en 3-5-2 si ça se repropose comme la dernière fois. Il y aura des absents du côté lyonnais, dont Lovren qui a été écarté, qui a été mis sur le banc, et Ryan Cherki pour non-implication à ce que j'ai compris du côté de Lyon. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ils sont mis sur le banc. Ils ne sont pas écartés du groupe. Ils sont mis sur le banc. On va voir s'ils vont rentrer en cours de match. Cela dit, il va y avoir une autre compo et c'est celle-ci. Voilà, vous avez la compo lyonnaise à gauche, la compo marseillaise à droite. Avec le 4-3-3 du côté de l'équipe, que nous met l'équipe là avec Paul Lopez au gardien, Balerdi et Gigot dans l'axe, Meïté à droite, comme la Provence, Merlin à gauche, Onana devant la défense, bien sûr Kondogbia est absent, on va en parler, Harit, Unai pour la création de jeu, pas de Verretou,
NDI à droite à la place d'Ismail Assar ou d'un autre joueur qui aurait pu jouer, mais je pense qu'il y avait que ces joueurs-là, ou à part Correa peut-être. Aubameyang dans le pointe. Pour l'instant, Moumbagna vient d'arriver, peut-être le temps qui s'acclimate un petit peu au contexte, à ses joueurs, à ses partenaires. C'est normal qu'on voit Aubameyang titulaire. Je vous avais parlé que il avait des douleurs hier, des trucs musculaires et trucs machin. C'est juste pour le mettre de côté, pour le garder au frais. Voilà, pour pas prendre de risques. On n'a pas vraiment un énorme effectif en ce moment. Et regardez, même qu'on n'a pas un énorme effectif, on doit faire jouer Luis Enrique titulaire. Luis Enrique titulaire. Maintenant, réagissez, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes confiant avec cette compo-là face à la compo lyonnaise qui n'auront pas des joueurs qu'on va parler derrière, les recrues, regardez en bas ce qui a marqué du côté de Lyon, pas de Le Penant absent, pas de El Raouch, bon ça c'est un jeune, pas de Mangala qui a été recruté et pas de Benrahma qui n'est non qualifié. Donc déjà 2 recrues qui sont mis de côté et les autres que je vous ai dit c'est Cherki, Lovren qui sont aussi mis de côté. Maintenant regardons plus précisément sur les absences probables du côté de l'OM. On a Klos qui revient avec son problème, alors en interne avec soi, bon vous avez mon avis, hein, avec la prolongation à mon avis qui a refusé et ils vont mettre sur ce domaine-là pour le fait qu'il ne soit pas impliqué au club. Moi, j'en doute fortement. Surtout quand on l'appelle juste après le match et qu'on dit non, tu n'es pas blessé. Comment tu sais qu'il n'est pas blessé si tu l'appelles juste après le match? Il faut attendre d'avoir les résultats. Les examens, ça ne se donne pas juste après le match. Ça, je ne comprends pas. Donc, Klos a encore son genou douloureux. Il devrait être sur le banc face à Lyon. Murillo est espéré face à Metz vendredi. Et c'est espéré, hein. C'est espéré, attention, il ne sera peut-être pas encore vendredi Murillo, je parle le panaméen. Donc s'il faut, on n'aura même pas Murillo, s'il faut, on n'aura même pas Klos, qui peut être rancunier, qui va peut-être pas revenir d'ici quelques temps, je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Kondogbia toujours absent, donc on est habitué maintenant les amis, c'est un match sur 2, voire même moins. Verretou, pas d'entraînement depuis jeudi, donc là on ne sait pas, c'est entre deux, c'est 50-50 pour Verretou, je vous l'ai dit hier, je crois, Verretou, peut-être même 60-40 dans le négatif on va dire, il s'est pas entraîné depuis 2 jours, donc on va voir demain si aujourd'hui plutôt si le groupe qui va tomber vers les 10-11 heures, je sais pas quelle heure il tombera, s'il sera dedans. Sarr est blessé à une main, alors ça, j'ai mis PS, Sarr la main, ça veut dire quoi ça dépend ce qu'il a la main, s'il a la main cassée, tout bordel ça peut déranger, s'il a une attelle et tout machin. Mais si c'est une foulure, je veux dire, il joue pas avec sa main. Au bout d'un moment, on a besoin des joueurs. Si on commence à critiquer Klos parce qu'il a mal au genou, qu'il doit avoir peut-être une crainte à son genou et qu'il veut se mettre de côté et pas prendre de risques, est-ce que ça, on peut pas lui en vouloir aussi s'il a mal à une main? Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dérangerait s'il a juste une petite mal à une main. Je sais pas ce qu'il a à la main. Je vais pas critiquer, mais pour l'instant, tant que je ne sais pas, moi, ça me dérangerait un petit peu. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, les amis? Est-ce que ça vous dérange ou pas? Après, il y a Pape aussi qui est pas là. Il est blessé au mollet. Voilà, il est blessé au mollet, les amis. Je pense qu'il est encore blessé, hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport au Sénégal. Il n'avait pas joué lors du dernier match. Je pense qu'il est blessé. Voilà, les amis, pour les absences probables concernant le match de ce soir. Maintenant, on va voir un petit peu le joueur qu'on va craindre le plus, je pense, du côté lyonnais. Je pense qu'on peut penser tous au même, c'est Alexandre Lacazette. On regarde ses chiffres si vous voulez. Cette saison, regardez, à droite, là, il est marqué, il a joué 16 matchs. Il a débuté 15 matchs en titulaire. Il a joué environ 82 minutes par match, on s'en fout de ça. Il a marqué quand même 9 buts. 9 buts, c'est quand même un bon buteur, quand même, Alexandre Lacazette. On a beau le pas l'aimer parce qu'il est extampillé marque lyonnaise, mais c'est quand même un bon buteur. En Ligue 1, il marque toujours ses 15-20 buts. Et là, il va y aller encore aux 15-20 buts, il est déjà à 9. On regarde sa dernière rencontre, c'est 4 buts lors des 5 derniers matchs. Cela dit, il n'a pas marqué depuis 2 rencontres. Voilà, donc on les voit là, ici. À moins que je me trompe dans l'ordre. Ah non, je me trompe dans l'ordre. Regardez, c'est 20. Non, c'est à l'envers, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens plutôt, il faut le prendre dans l'autre sens. Il a marqué lors du dernier match contre Rennes, donc 1 but. Il a fait une passe décisive en Coupe de France contre Bergerac, bon, on le compte quand même. 1 but contre Le Havre. Une passe décisive et 1 but contre Pontarlier, 1 but contre Lyon, donc il est vraiment en forme. Et 3 buts contre Toulouse, il n'y a que contre Monaco qu'il n'a pas marqué lors des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers matchs. Il a marqué pratiquement à toutes les rencontres. Donc attention Lacazette qui est en forme, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui peut nous faire mal. Au match de l'année dernière qu'on a gagné la dernière fois à Gerland, eh ben, il avait marqué le but. Souvenez-vous-en, second poteau, en taclant un petit peu acrobatique, il avait marqué. Maintenant, on va voir les buts qu'il a mis contre l'OM, justement. Est-ce que c'est un chat noir face à l'OM? Regardons les stats du côté de Transfermarkt, j'ai trouvé. Donc, on a Lacazette qui a marqué en 14 rencontres contre l'OM, 5 buts et 3 passes décisives. Il a gagné 4 rencontres, 5 matchs nuls et il a perdu 5 fois contre l'OM. Donc, c'était des stats qui sont moyennas, on va dire. C'est finalement moyen quand on regarde bien. Quand on regarde les stats de Lacazette au complet, j'ai regardé un petit peu au complet. Contre les grosses équipes, il a plus de mal. Regardez contre Paris, il en a marqué 2. Contre Chelsea, quand il était à Arsenal, il en a marqué 2. Contre Lille,
9 sur 16, on va dire que c'est. Contre Rennes, 6 sur 16, 6 sur 17. Contre Liverpool, 3 sur 13. Alors que contre les petites équipes, regardez, contre Lorient, 9 sur 13. Contre Toulouse, 11 sur 14. Contre Montpellier, 14 sur 15. Vous voyez, contre les petites équipes, il marque pas mal. Contre Nice, c'est une petite équipe, 8 sur 11. Il a pas mal de ratios contre les petites équipes. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec la comparaison entre les deux joueurs que je viens de faire un petit focus. C'est Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. On espère que Pierre-Emerick Aubameyang marque son 7e but cette saison. Et on voit le diaphragme, le graphique, pardon, excusez-moi, le diaphragme, c'est pas ça. Le graphique entre les deux joueurs. On a le bleu, c'est celui d'Aubameyang, et le rose, c'est celui de Lacazette. Alors, pour le détailler, nous voyons que en expected goals, c'est pratiquement équilibré. Vous voyez, à gauche, XG, c'est équilibré. Donc, on a un expected goals de 60, pardon, excusez-moi, je le cherche. 68, oui, 0,2 pour Lacazette et 64,7 pour Aubameyang. Le plus gros écart, c'est bien sûr quoi? C'est les XA. Alors, les XA, c'est quoi? C'est les passes décisives, les expected assist, voilà, en anglais. C'est pour les passes décisives. Et on voit que Pierre-Emerick Aubameyang est plus peut-être, comment on dit, quand on fait les passes. Ah, je cherche le mot. Donnez-moi le mot dans les commentaires, je ne l'ai pas trouvé. Il est plus, quand on fait les passes, il est plus... Ah, je ne trouve pas le mot. Allez, donnez-moi-le. Voilà, donc vous voyez que la grosse différence, c'est les passes décisives. Et il y a une grosse différence aussi encore, c'est quoi? Vous voyez, il y a marqué quoi? C'est où que j'ai vu ça? Non penalty goals. Il est marqué ici, regardez. La stat de non penalty goals, regardez la différence entre Lacazette et Aubameyang. Sur les penalties, Aubameyang, donc il marque moins de penalty, il a que 36 buts, 36%. Alors que Lacazette, 80% de plus de penalty. Voilà les amis, pour les stats entre les deux attaquants. N'hésitez pas à réagir et donnez-moi le mot que je ne trouve pas. Il est plus... Ah, je cherche le mot, il est plus... Quand on fait une passe, collectif, non pas collectif, il est plus... Ah, je ne trouve pas. C'est pas grave, on enchaîne avec le match. OM, donc un important dispositif policier déployé pour la rencontre. Je vous en ai parlé, donc il y a les supporters marseillais qui sont écartés par la préfecture et par aussi Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur. Et au-delà de ça, on regarde un petit peu le dispositif qui va mettre en place. Dans le cadre du derby entre l'OL et l'OM, prévu demain soir, donc ce soir plutôt, plusieurs centaines de gendarmes et policiers ont été sollicités pour encadrer la rencontre. Descendons un petit peu et regardons ce qui a marqué là. Le directeur général de Lyon, Laurent Prudhomme, s'était confié sur ce dispositif de 350 policiers et gendarmes réquisitionnés pour l'occasion. Un spectacle, ce sont des acteurs et des spectateurs. Si c'est en lien avec ce qui s'est passé au match aller, je ne vois pas le rapport. Je ne pense pas qu'on puisse endiguer les violences en empêchant les spectateurs de venir voir un match. Donc lui, ce qu'il veut dire, c'est finalement, il aurait peut-être dû faire revenir les Marseillais, peut-être au stade, c'est ce qu'il veut dire, en empêchant les spectateurs de venir voir un match. Non, c'est pas comme ça qu'on écarte le danger. Et il a raison. Je pense que si ça t'encadre bien les choses, logiquement, les supporters sont pas teubés quand même, c'est pas des animaux. Hein, vous n'êtes pas des animaux, ceux qui voulaient aller au match. Dites-moi-le. Allez, on enchaîne derrière, les amis. On y va avec de la petite information. Est-ce qu'on a fini avec le match? Je pense, oui, on a plutôt pratiquement fini. Allez, donnez-moi votre pronostic pour la rencontre. Voilà, on va se lancer maintenant sur la petite actualité. Ça concerne aussi la rencontre. Mais donnez-moi votre pronostic. Moi, je vous donne mon pronostic pour la rencontre. Allez, le même que l'année dernière, 2-1. Allez, 2-1, les amis. But de Lacazette pour Lyon, sur penalty, pourquoi pas. Volé, bien sûr, parce que n'oublions pas, j'ai oublié de faire un point sur l'arbitrage. Et justement, j'allais oublier, regardez, on va sur l'autre page. Chose à savoir sur la rencontre. 2 recrues lyonnaises seront absentes. J'en ai parlé tout à l'heure. Auteur d'un recrutement frénétique cet hiver, l'OL ne pourra ni aligner Saïd Benrahma, ex-West Ham, et ni Aurel Mangala, ex-Nottingham Forest. Le second n'est pas qualifié, tandis que le premier, dont l'OM observait de loin la situation début de mercato, était de toute façon suspendu à cause d'un carton rouge avec West Ham. N'oublions pas aussi que Lyon a investi plus de 70 millions d'euros. C'est la Provence qui nous a relayé ça. Et c'est le plus gros investissement de ce mercato hivernal dans toute l'Europe. C'est quand même particulier. Voilà, ils ont recruté pratiquement une équipe entière. Donc on va voir si ça va fonctionner pour eux. Parce que attention, hein, c'est pas parce que tu recrutes plein de joueurs, peut-être de qualité, que ça va fonctionner directement. Peut-être que ça sera encore pire et qu'ils iront directement en Ligue 2. C'est ce qu'on veut. En Ligue 2, c'est ce qu'on veut. Klaus Meite en danger. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas vous relayer. Mais je vous le lis quand même parce que ça concerne l'arbitrage. Ils sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune ce soir à Lyon. Et cela pourrait avoir son importance. Jonathan Klaus en sursis après son carton rouge à Lorient. Et Mo Meite pourrait en effet rater, s'ils sont avertis par Benoît Bastien, l'arbitre de ce soir, le déplacement à Brest. 3e dans 2 semaines, un match qui pourrait être primordial pour le podium.
L'OM gagne rarement avec qui? Avec cet arbitre, attention à lui, Benoît Bastien. Au sifflet, c'est Benoît Bastien qui officie ce soir pour l'Olympico. Je vous avais relayé l'affiche la dernière fois, je vous avais mis les stats et tout, mais je vous relaye encore une fois parce que c'est le match, c'est aujourd'hui. Un arbitre qui ne réussit pas beaucoup à l'OM. Sur 34 rencontres dirigées par cet arbitre, les Marseillais n'en ont gagné que 7. J'avais pas mis 6 la dernière fois? Ou 8, je sais plus. Je sais pas si c'était 7, mais bon, c'est pas grave. 7, 8, 6 sur 34, c'est énorme. C'est très peu, je veux dire. 10 matchs nuls et 17 défaites, pardon. 17 défaites, 7 victoires pour l'OM avec Benoît Bastien en arbitre. Le ratio est inverse pour Lyon. 17 victoires pour 7 nuls et 12 défaites. Donc c'est pratiquement inversé. Ils ont quand même un peu plus de 7 défaites. Ils ont plus que 12 défaites. Ils ont 12 défaites, pardon. Les équipiers de Samuel Gigot ont en outre perdu les 3 derniers matchs arbitrés par Benoît Bastien, en plus de l'élimination directe au penalty, pardon, contre Annecy en coupe. Ça m'a refroidi, là, je l'avais pas lu ce truc-là, putain d'enfoiré, je l'avais pas lu. J'avais pas lu les 3 trucs, putain. Je m'en souvenais plus que c'était l'enfoiré qui nous avait arbitré dans ce match-là. Putain. Après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes hein, sur le match d'Annecy. Ça m'a refroidi, là, j'étais heureux, là, et... Bon, Benoît Bastien, te trompe pas ce soir. Allez, on va sur quoi, les amis? On va sur... Sur quoi, les amis? Sur l'actualité. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et on y va tout de suite avec Luis Enrique qui est content de continuer son histoire à l'Olympique de Marseille. Sur son Instagram, je crois, il nous a mis... mince, j'ai pas mis le message en entier. On va continuer ensemble, heureux et motivé de continuer cette histoire. Allez l'OM. C'est le message en entier, vous le voyez pas? Je crois pas, vous le voyez. Si je descends un petit peu la capture, là vous le voyez mieux. Voilà, vous le voyez mieux, là c'est bon. Luis, on va continuer ensemble, voilà. Allez, comme ça j'ai baissé un petit peu le truc, on est mieux. Allez, je continue avec l'actualité, on y va, let's go. Luis Gigot, j'allais dire, Luis Gigot. Samuel Gigot était à la maison hier soir, c'était plutôt avant-hier soir pour le match de rugby. La France qui s'est fait dérouiller par l'Irlande, 37-17, 38-17, je sais plus combien. Voilà, donc les amis, Gigot qui était allé voir du rugby. Alors est-ce que, comme il dit lui en dessous, là, regardez lui là, Lille Zozo, est-ce que c'est un sport pour Gigot? Je ne sais pas. En tout cas, on le sait, c'est un guerrier sur le terrain. Cela dit, je pense qu'il ferait tâche sur un match de rugby parce que franchement, faut être vraiment physique. Hein. Gigot, il fait quoi? 1m87, 88 pour 82 kg, truc comme ça, 83 kg. Je pense que pour un rugbyman, il serait vraiment un poids léger. C'est ce que je pense. Il serait sur le côté comme un ailier. Allez, on enchaîne avec quoi, avec les amis? Avec une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle selon comment on le voit. La famille de Gennaro Gattuso aurait été victime, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, d'une extorsion présumée de la part de 2 malfaiteurs proches de la 'Ndrangheta, une mafia du sud de l'Italie. L'entraîneur marseillais aurait versé 3 000 € aux malfaiteurs pour protéger sa famille, selon RMC. On en avait entendu parler de cela, que sa famille était menacée par la mafia. Alors c'était sa sœur à l'époque, je crois que c'était quand il est arrivé à l'OM, en tout début, quand il était arrivé à l'OM, il y a 2-3 mois déjà. Donc maintenant, c'est encore une autre fois, ça continue. Donc j'espère que ça se passera bien pour sa famille et pour lui-même. Donc 3 000 €, à mon avis, c'est rien pour lui, mais c'est surtout le geste, c'est surtout le geste d'être menacé que c'est problématique. J'espère que ça ira bien pour toute sa famille en tout cas. Donnez de la force à Gennaro, à toute sa famille. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec le futur. À 2 semaines de la Ligue Europa, le Shakhtar Donetsk perd 2 rencontres amicales. Et oui, parce qu'on bientôt on va jouer en Europa League. Dans même pas 2 semaines, hein, dans 11 jours exactement. Et justement, on va voir contre qui ils ont perdu. Le Shakhtar Donetsk a perdu contre les Tchèques de Radek, on dit pas le H. Radek Kralove, 0-2. Puis contre les Bosniens du FK Velez Mostar, 2-3. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, mais cela dit, je pense, comme ils disent derrière, nul doute que les Ukrainiens vont monter en puissance avant la double confrontation face aux partenaires de Paul Lopez. À mon avis, faut pas regarder cela comme un acquis. Faut pas se dire, oh, ils perdent contre des trompettes, on va les gagner. Non, non, non. Attention, ils ont des excellents joueurs au Shakhtar. C'est une équipe habituée à la Coupe d'Europe. Il y a toujours des très bons joueurs là-bas. Allez, on enchaîne avec une petite information que nous relaye le petit OM. Pablo Longoria a rencontré Diomansky Kamara en Côte d'Ivoire. Donc l'ancien joueur pro gère désormais plusieurs footballeurs, mais a aussi investi dans plusieurs écoles africaines de footballeurs. À suivre avec attention dans les prochains jours et semaines. Donc peut-être un investissement dans le football africain pour pourquoi pas récolter des pépites d'Afrique. Peut-être c'est dans ce domaine-là. Voilà, donc Pablo Longoria qui est du côté de la Côte d'Ivoire pour aller voir Diomansky Kamara. N'hésitez pas à réagir, hein, tout ce que je vous mets en information. Ensuite, petite interview
du côté du média Massilia Zone. Donc, ils ont une petite chaîne YouTube. Je vais vous montrer, je vais vous relayer. Donc, il nous a fait une interview, un entretien d'1h50, très très longue, du côté de YouTube. Vous pouvez la retrouver ou Spotify, de Mathieu Valbuena. Donc, je vous mets un passage. Et c'est un passage qui concerne Dimitri Payet. Alors, je vous mets le son vite fait. Voilà, je vous mets le son vite fait. Tchac, tchac, tchac. Alors, je regarde quelque chose. Si j'ai pas le son de l'autre côté, bien sûr, non, je ne l'ai pas mis. Tchac, tchac, tchac. J'allais l'oublier. Il est là. Je vous mets le son vite fait. Je vous mets vite le passage de Valbuena qui parle de la Payet. De Payet, pardon. Mais bon, ah, c'est trop long, c'est 1 minute 50. Ça, c'est les footies se répondront. Il y a eu un débat. Voilà, donc en gros, ce qu'il répond, c'est il dit les footix. Il n'y a que les footix qui choisiront Dimitri Payet. Voilà, donc moi, en gros, j'ai plus marqué l'histoire de l'OM. Voilà, n'hésitez pas à regarder l'interview. Elle est ici. Voilà, je vous montre vite fait. Elle est sur Massilia Zone, sur la chaîne. Vous l'avez ici. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai regardé le début, c'est plutôt pas mal foutu. Il y a peut-être que quelques petits problèmes, mais j'aurais fait peut-être la même chose. Comme la longueur, peut-être. À 1h50, il faut se les farcir quand même. C'est comme un film. Je leur ai dit, c'est comme un film, on va se prendre les popcorn. Mais c'est intéressant. Le début était intéressant. Je vais regarder en entier tranquillement quand j'aurai du repos. Allez, maintenant on va enchaîner avec un ancien joueur encore. C'est plus Valbuena, c'est Under qui continue à flamber du côté de la Turquie et qui marque encore avec le Fenerbahçe. C'est son 8e but sur ses 9 dernières rencontres en championnat de Turquie. Alors il y en a certains qui vont dire « Oh, c'est en Turquie !» Mais il faut les mettre les buts. Et derrière, peut-être qu'il joue à son poste cette fois. Parce que l'année dernière, quand il était avec Tudor, il n'était pas à son poste. Hein. Certains l'ont oublié, peut-être qu'il avait eu du mal un petit peu en début de saison avec Tudor. Il s'était peut-être même pris la tête une fois. Après, il avait pris le dessus, il s'était imposé. Et franchement, Under, je le regrette fortement. J'arrête pas de le dire, je le regrette fortement. Quand on m'avait parlé d'Ismaïla Sarr, je vous l'avais dit, je vous relaye encore pour ceux qui ne m'avaient pas connu. Et ben je vous le dis, j'attendais d'avoir la doublette. Ismaïla Sarr, Under, pour avoir un choix différent. Ismaïla Sarr, ça aurait été la vitesse, le côté athlétique. Voilà, et Under, ça aurait été plutôt le côté technique, le côté provocation, le côté à se repiquer dans l'axe avec son pied gauche frappé. Voilà, c'était plutôt un autre profil. Voilà, pour ma part, il aurait fallu avoir 2 ailiers et 2 joueurs comme ça de cette qualité. Donc Under titulaire, pourquoi pas, et Sarr en concurrent, voire en titulaire. Il peut être titulaire aussi, Sarr. Mais en concurrence, les deux, ça aurait été pas mal. Et à gauche, ça aurait dû être la même chose. Et dans l'axe aussi, la même chose. Voilà, donc malheureusement, ben, on en a voulu autrement. Peut-être que ça convenait pas à Marcelino ou à Longoria ou à d'autres, je sais pas à qui, mais en tout cas, ça convenait pas à quelqu'un. Voilà, une petite vente de 15 millions. Même pas pour l'instant. Allez, j'enchaîne avec quoi, les amis? On va y aller sur quoi? Avec... Ah, je l'ai pas mis le truc. De la vente OM, les amis. Allez, la vente OM. Donc, selon le média, le foot qui nous met, en gros, regardez ce qui a marqué, l'OM vendu aux Saoudiens, signature imminente. C'est marqué dans le titre en haut. Vous l'avez en noir avec le jaune. Signature imminente. On va voir un petit peu ce qui est écrit dans ce média, justement. Je ne l'ai pas lu. Je le lis avec vous, les amis. Vente OM. Cette fois, l'Arabie Saoudite ne se cache plus. C'est une véritable petite bombe qui vient d'exploser sur le football français, alors que plusieurs médias, dont le quotidien du sport, après bon, à prendre avec de grosses pincettes, hein, ces médias-là, mais c'est juste pour vous relayer ce que je vois. D'accord, les amis? M'en voulez pas. Hein. Voilà, ne prenez pas voilà, comme une insulte ce que je vous dis là, mais c'est juste comme ça je vous relaie de temps en temps des petits points Vente OM. Soutien, non, attends, j'ai pas compris. Dont soutien, non, depuis, c'est mal marqué là. Soutiennent depuis plusieurs mois que les Saoudiens discutent avec Franck McCourt. Ils ont oublié un cas à Franck, hein. France, il est marqué France. Franck McCourt pour le rachat de l'OM et affirme que les négociations sont bien avancées. Les révélations d'Abdullah Saad Abdulaziz Al Saoud, ce que je vous avais relayé hier et dans les semaines d'avant, prince saoudien et membre de la famille royale, font beaucoup de bruit. De passage à Monaco en début de semaine, ce dernier en relation étroite avec le fameux PIF, le fonds d'investissement saoudien, a pour la première fois évoqué le rachat du club. Je pense que c'est un bon placement d'investir en France. OM Monaco, dont on a appris dernièrement qu'il était en vente, ces équipes sont performantes. Ils pourront devenir champions et être plus forts, a commenté Abdullah Saoud, machin, au média Le Carré. Voilà, je continuerai, il y a la suite de ce texte. Des déclarations, c'est marqué là, des déclarations qui restent un peu floues, mais qui confirment clairement l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM. Surtout quand le prince saoudien explique bien connaître l'OM. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli. C'est une bonne équipe. C'était une bonne équipe, parce que là tu nous cites des ancêtres. Même chose quand le journaliste évoque la possibilité de l'arrivée de Zinedine Zidane. Je ne sais pas ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible, répond Abdullah Saoud. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c'est une légende, bien sûr.
Difficile, après de tels propos, d'écarter l'intérêt des Saoudiens pour l'OM. Selon nos informations, donc selon l'information du média Le Foot, si le prince évoque aussi Monaco, où il se trouvait, c'est bien l'OM qui intéresse plus que tout le PIF. Et si pour la première fois, un membre de la famille royale parle, c'est tout sauf un hasard. Donc ce qui veut dire, c'est que si c'est un membre de la famille royale d'Arabie Saoudite, et qui parle comme ça du côté de la France, et qui parle de l'OM directement pour un rachat, est-ce que c'est pas une preuve comme quoi ça va se faire dans pas longtemps? Ça, c'est une idée qu'on peut se faire. Mais c'est juste une idée, les amis. Faut pas prendre ça comme une information. Ça, c'est des idées qui se font les médias pour se faire un petit peu de clics. C'est un petit peu du putabuzz. Je le comprends qu'ils le font. C'est normal. Vous voulez des likes, vous allez avoir des likes. Une étude faite de Frank Lampard, le pire ancien joueur devenu entraîneur. Ça, je m'en fous complètement. Voilà, je m'en fous complètement. C'est les anciens joueurs devenus entraîneurs. Allez, j'enchaîne derrière. Je vous ai relié ça. Je vous le relis encore une fois. Et on va concernant l'Olympique Marseille féminine qui a perdu malheureusement. 3-1 contre l'OGC Nice du côté du campus, OM Campus. Le match était diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM officielle. Voilà, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir même en différé. Donc 1-3 malheureusement. Et l'OM qui se retrouve toujours première, mais maintenant ils sont en danger parce qu'ils ont le match d'avance par rapport à d'autres équipes comme Strasbourg et Nantes, je crois, qui sont en retard aussi. Voilà, vous voyez même qu'il y a 2 matchs, voire 3 matchs pour Strasbourg en retard, 8 matchs joués. Voilà, donc je pense que l'OM va bientôt caler au classement. On va les retrouver peut-être 3, 4e, voire 5e. Voilà. J'espère qu'ils terminent dans les premiers pour pourquoi pas remonter en Division 1. Donc force aux filles, les amis. N'hésitez pas à faire des bises aux filles. Je vous fais une bise à toutes les femmes. Allez, on enchaîne maintenant avec les jeunes. Je vous le relaye encore parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Le match en Gambardella entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Donc le classico des jeunes. Information pratique, je vous les remets là. N'hésitez pas à lire. Je vous mets en arrêt. Vous mettez pause de votre côté. Donc à 14h30, le match sera diffusé normalement sur la chaîne OM Twitch officielle. Voilà, vous pouvez le voir normalement, à moins que ça soit sur la chaîne OM YouTube. Mais vous pouvez le voir normalement, ça sera gratos. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Avec ça, c'est quoi ça? C'est la Nationale 3, la réserve de Jean-Pierre Papin qui a fait match nul. Vous le voyez ici contre Canet-Rocheville. C'était hier, donc à 19h, samedi, vous le voyez, à 19h, un but partout. L'OM qui est 10e au classement, qui est toujours en danger de descendre au classement. Et attention, parce qu'ils sont vraiment à la limite de la limite. 16 points, je crois que c'est les 3 derniers qui descendent, je ne sais pas si je me trompe. Et voilà, ils doivent remonter au classement. Cela dit, pour l'instant, ils n'ont pas perdu. Et ça fait toujours du bien en confiance de ne pas perdre, surtout à l'extérieur. Voilà, bonne chance à eux pour la suite de leur saison. Allez, maintenant on va regarder un domaine que j'avais abordé hier soir. Ça concerne les droits TV. Et Gilles Favard, je ne sais pas si vous le connaissez, de l'équipe, je crois, c'est l'équipe TV ou je ne sais pas quoi, c'est le vieux un peu rabougri qui a l'air toujours énervé. Et il nous dit que le foot va être aux alentours de 900 millions d'euros pour les droits TV de Ligue 1. On peut dire que Laburne a bien bossé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? 900 millions pour les droits TV. Si bien sûr ça va être arrivé en officiel, pour l'instant c'est pas encore officiel. Mais hier, je vous ai relayé comme quoi Labrune et Laburne qui se sont déplacés du côté de Bein, du côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar pour négocier. Vous allez dire 900 millions, je pense que c'est une belle somme. Je vous avais dit hier entre 800 et 1,2 milliard, ben, j'en suis dans la bonne fourchette. N'est-ce pas mon petit Christian, toi qui m'avais dit moins cher? Allez, n'hésitez pas à réagir pour les 900 millions pour les droits TV. On va terminer pour un autre domaine maintenant avec tête de noisette Mbappé qui aurait choisi Madrid sans RMC. Derrière, un autre média nous le relaye et c'est Fabrizio Romano qui nous le relaye. Regardez, hop là, je vous le mets là. Tchac, Fabrizio Romano qui nous relaye le média Madrid Extra. C'est un gros média, 1,1 million d'abonnés du côté de Twitter. Et il nous relaye quoi? Le Real Madrid travaille bien, ici c'est marqué, travaille bien, très dur et très fort en coulisses sur le contrat de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est dessus. Donc, Mbappé va partir de Paris. Il n'y aura plus de Paris puisque Mbappé est Paris maintenant. Voilà, c'est le Mbappé Saint-Germain, c'est plus le Paris Saint-Germain les amis. Allez, sur cette bonne nouvelle, ou une mauvaise nouvelle, je sais pas, certains qui l'aimaient, hein, n'est-ce pas Manolo? Tu l'aimais, je sais que tu l'aimes. Voilà, pour certains qui l'aimaient, n'hésitez pas à me le dire, et ceux qui le détestaient, n'hésitez pas à me le dire aussi les amis. Allez, donnez-moi vos pronos comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le débrief du match demain, donc on fera un débrief de match. Alors, le débrief de match, vous ne savez pas comment ça fonctionne pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je le fais différemment des autres. Je prends des stats, je prends les compos, je fais les notes, je prends les notes de quelqu'un, mais je vais en parler de joueur par joueur, plus ou moins. Pas tous, parce que sinon ça va être trop long. Et en début de vidéo de demain, je ferai un court débrief selon comment ça se passe. Si ça se passe bien, eh ben, je serai heureux. Si ça se passe mal, ben, je serai énervé ou malheureux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça dépend comment ça se passe. Donc demain matin, petit débrief comme ça, en mode grosse caméra. Et après, j'enchaîne avec les stats, les notes et tout machin.
Voilà les amis, les petites actualités aussi, comme d'habitude, comme là, les petites actualités qui font plaisir, qui font plaisir. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se retrouve ce soir, n'oublions pas, sur la chaîne YouTube ici, tchac. Vous mettez un like, voilà, je vous remonte vite fait, un petit like en passant, un petit abonnement pour passer aussi, ça fait plaisir. Voilà, le soutien qui fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. Vive le foot. Et surtout, allez l'OM! On va gagner ce soir. Allez les quenelles, on va les bouffer.